Que verrait-on en tombant dans un trou noir ? Un trou noir est une région sphérique de l'univers, une sorte de bulle d'espace-temps qui possède une gravité intense. Cette bulle attire les objets vers son centre, un peu comme si elle tirait le tissu de l'espace, exactement comme une étoile ou une planète. La surface de la bulle est appelée l'horizon du trou noir. Elle divise l'univers en deux régions, l'extérieur et l'intérieur. Sous l'horizon, le tissu de l'univers est tiré tellement vite que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. On sait aujourd'hui que notre univers contient une multitude de trous noirs. Ils sont très lointains et ne présentent aucun danger pour nous. Mais par curiosité, on peut se demander ce que l'on verrait si l'on venait à tomber dans l'un d'entre eux. Répondre à cette question va nous permettre de mieux comprendre certains phénomènes extrêmes de l'univers et de rectifier des idées fausses qui circulent à ce sujet. Au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif qu'on appelle Sagittarius A étoile. À l'aide d'un vaisseau spatial, on s'en approche jusqu'à une distance raisonnable et l'on saute dans le vide de l'espace. Ici commence notre chute. Elle durera environ 1 heure et nous sera fatale. Le vaisseau, quant à lui, reste stationné en orbite autour du trou noir et nous regarde tomber. Avant même d'entamer notre chute, on se heurte à un problème. Le trou noir est supermassif. Sa gravité correspond à une masse plusieurs millions de fois supérieure à celle du Soleil. Avec une telle attraction, il capture des étoiles et de la matière environnante, formant un épais disque de plasma en orbite autour de lui. Ce disque tourne à des vitesses vertigineuses proches de celles de la lumière et perd de l'énergie par friction, entraînant des turbulences qui l'échauffent. Il produit ainsi un intense rayonnement, lumière, ultraviolet, rayons X et rayons gamma, qui nous aveuglent instantanément et risquent de nous brûler vifs. La matière pouvant atteindre plusieurs milliards de degrés risque également de nous calciner à son contact. Pour la suite, on va donc supposer qu'on s'est vêtu d'une combinaison extrêmement résistante, qui, à ce stade, nous permet de survivre et de filtrer les radiations nocives. Mais malgré cette combinaison, le disque nous paraît toujours extrêmement brillant. Impossible de distinguer quoi que ce soit. On va donc imaginer que notre casque possède une visière permettant de diminuer la luminosité du disque pour qu'on puisse observer les détails ainsi que les étoiles en arrière-plan. Dans un premier temps, on remarque que le disque est bleu. Parmi tout le spectre électromagnétique qu'il produit, notre visière ne laisse passer que la lumière visible, celle que nos yeux peuvent voir. Dans ce domaine, le disque émet davantage de bleu, car cette couleur est plus énergétique. C'est le même effet qui donne leur teinte bleutée aux étoiles très chaudes. Étrangement, un côté du disque semble plus lumineux que l'autre. Pour comprendre, la matière tourne très rapidement autour du trou noir, si bien que d'un côté, elle se rapproche très vite, tandis que de l'autre, elle s'éloigne de nous. D'un côté, les ondes lumineuses sont empilées, on les reçoit avec plus de fréquence, tandis que de l'autre côté, la lumière est étirée, on la reçoit avec moins d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Il s'agit du même phénomène qui se produit avec les ondes sonores lorsqu'une voiture passe devant nous. En regardant le trou noir, on note que l'arrière du disque semble déformé, comme s'il se repliait autour de l'horizon, formant un anneau de lumière. Ceci est dû à la forte gravité du trou noir qui dévie les rayons lumineux, agissant comme une lentille gravitationnelle. En regardant dans une direction, on observe des objets qui sont en réalité situés ailleurs. Enfin, les étoiles en arrière-plan nous semblent très légèrement bleutées. Pour cause, on ne s'en rend pas compte, mais le trou noir déforme le temps, si bien que notre horloge tourne légèrement plus lentement que celle des étoiles lointaines. Par rapport à notre horloge, la lumière des étoiles nous semble légèrement accélérée, si bien qu'elle nous paraît décalée vers le bleu.
Étonnamment, pendant les 10 premières minutes de chute, on a l'impression que le trou noir s'éloigne. Pourtant, on s'en rapproche de plus en plus vite, mais son image semble rétrécir peu à peu. Imaginons qu'on lance une balle à travers une voiture. La balle est lancée à 90 degrés et traverse la voiture de part en part. Le passager voit la balle traverser la voiture à 90 degrés. Mais maintenant, imaginons que la voiture se déplace. Cette fois, le passager la voit arriver depuis l'avant, avec un angle plus resserré. Parce que la voiture se déplace, les objets qui l'atteignent lui semblent provenir d'une direction différente, resserrée vers l'avant. Dans notre cas, à proximité du trou noir, la situation est la même, et les rayons lumineux jouent le même rôle que la balle. On reçoit la lumière du disque depuis une certaine direction. Mais parce qu'on se déplace vers le trou noir, les rayons nous semblent arriver depuis une direction différente, contractés vers l'avant. C'est le phénomène d'aberration de la lumière. Après ces 10 premières minutes, on tombe désormais très rapidement, à 4% de la vitesse de la lumière. Et à partir de là, l'effet d'aberration n'est plus suffisant. Le trou noir commence à grossir dans notre champ de vision. Au fil des minutes, on descend peu à peu vers le trou noir. Notre vitesse augmente et on reçoit la lumière devant nous avec de plus en plus d'intensité, tandis que la lumière derrière nous semble de plus en plus sombre. Il s'agit à nouveau de l'effet Doppler. En tombant vers le trou noir, on rattrape la lumière qui arrive devant nous, alors que la lumière derrière nous a de plus en plus de mal à nous atteindre. Si l'on se retourne, on remarque également que l'horloge du vaisseau derrière nous semble tourner de plus en plus lentement. L'effet est léger, mais tout de même perceptible. Ceci est également dû à l'effet Doppler. Si on imagine que l'horloge du vaisseau émet un signal chaque seconde, les rayons mettent de plus en plus de temps à nous parvenir et on observe l'horloge tourner au ralenti. Les minutes défilent et on survole peu à peu le disque de matière. Quand soudain, après 57 minutes de chute, le disque semble s'estomper. On vient d'atteindre la distance au-delà de laquelle la matière n'est plus capable de rester en orbite autour du trou noir. La gravité est si intense qu'à cette distance, le plasma se met à spiraler très rapidement vers l'horizon. Maintenant, les choses vont s'accélérer de plus en plus. Seulement 2 minutes plus tard, nous sommes 2 fois plus proches de l'horizon. Ici, toute la lumière qui provient de l'extérieur est destinée à tomber dans le trou noir. C'est ce qu'on appelle la sphère de photons. À cette distance précise, la lumière peut même rester en orbite autour de l'astre. À mesure que l'on s'approche de l'horizon, les passagers qui sont restés dans le vaisseau voient notre image s'estomper et ralentir peu à peu jusqu'à se figer sur l'horizon. La lumière que l'on émet a de plus en plus de mal à échapper au trou noir. Elle est reçue de plus en plus lentement et s'estompe peu à peu. Le vaisseau ne nous verra jamais franchir l'horizon. Mais pour nous, seulement 24 secondes après avoir franchi la sphère de photons, il est temps d'atteindre l'horizon du trou noir. À partir de là, il nous sera impossible de revenir en arrière. Qu'observe-t-on en franchissant l'horizon ? De façon contre-intuitive, on n'observe rien de spécial. Il est d'ailleurs très difficile de savoir exactement à quel moment on a franchi l'horizon. On reçoit toujours la lumière des étoiles qui tombe avec nous. On voit encore le vaisseau qui est resté en orbite et dans lequel l'horloge, même si elle semble ralentie, tourne toujours. Et on voit encore parfaitement notre corps, et notamment nos pieds. Car même si la lumière est emportée vers le centre du trou noir, par rapport à nous, elle peut tout à fait remonter et atteindre nos yeux.
Il s'agit en réalité d'un principe fondamental. À l'échelle globale, l'espace-temps est courbé par le trou noir et engendre cet horizon à l'intérieur duquel les objets sont déconnectés de l'extérieur. Mais à l'échelle locale, l'espace-temps est presque plat et la courbure ne s'y fait pas ressentir, si bien que tout s'y comporte normalement. Qui plus est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'image du trou noir qui grossit peu à peu ne semble pas du tout nous englober. Même si on est désormais dans le trou noir, son image n'occupe que 15% de notre champ de vision. Le reste est encore rempli d'étoiles. Il s'agit là encore du phénomène d'aberration de la lumière. Désormais, on se déplace extrêmement vite, si bien que la lumière qui arrive sur nos côtés, et même dans notre dos, nous semble provenir de l'avant. Notre champ de vision est contracté devant nous et élargi dans notre dos. Notamment, le vaisseau derrière nous semble grossir alors qu'on s'en éloigne. On a franchi l'horizon comme si de rien n'était. Mais à partir de maintenant, si l'on tente d'envoyer un signal vers l'extérieur, il ne parviendra jamais à destination. Sous l'horizon, tout est destiné à tomber vers le centre, sans espoir de ressortir. Mais même en sachant que l'on va mourir, pour le moment tout va bien. C'est au bout d'une trentaine de secondes, juste avant d'atteindre le centre du trou noir, qu'en l'intervalle d'un clignement d'œil, on ressent une force très puissante qui nous étire jusqu'à nous disloquer. On parle de spaghettification. Notre tête est plus loin du centre que nos pieds, et la différence de gravité est telle que très vite notre corps se fait déchirer. Dans nos tout derniers instants, on a l'impression de toucher une surface plane, qui occupe la moitié de notre champ de vision, comme si l'on tombait sur une planète complètement noire, tandis qu'un cercle de lumière s'intensifie autour de nous. Un dixième de seconde plus tard, les restes de notre corps déchiqueté atteignent le centre du trou noir. Notre voyage s'arrête ici. Pour le moment, la physique moderne ne sait pas décrire ce qui se passe au plus près du centre d'un trou noir. Nos théories actuelles décrivent des singularités, des points où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Mais les chercheurs suspectent que ces singularités n'existent pas réellement, et il faudrait pouvoir unifier la gravitation avec la physique quantique pour espérer comprendre un jour ces zones extrêmes de notre univers. Certaines hypothèses remettent même en cause le fait que l'on puisse survivre au moment de franchir l'horizon. De plus, dans la réalité, les trous noirs peuvent posséder une rotation, qui génère des effets étranges avec de multiples horizons et des instabilités mathématiques dont on ne comprend pas encore les conséquences. Mais nos théories actuelles permettent tout de même de se faire une bonne idée de ce que l'on verrait. En particulier, on peut rectifier certaines idées fausses qui sont très répandues. Par exemple, le disque autour du trou noir n'est pas orange, mais bleu. Si certaines images le représentent orange, c'est qu'il s'agit de fausses couleurs qui n'ont pour but que de représenter la luminosité, mais pas la vraie couleur que l'on verrait en lumière visible. Une autre idée qui circule est que l'on verrait le temps s'accélérer et l'histoire de l'univers se dérouler sous nos yeux, alors que notre champ de vision se ferait englober peu à peu par le trou noir. Il s'agit là encore d'une idée fausse qui oublie de prendre en compte l'effet Doppler et l'aberration de la lumière. Toutefois, il reste beaucoup de mystères à résoudre et il faudra attendre de perfectionner nos théories pour savoir ce qui se passe réellement au cœur d'un vrai trou noir.